Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. On sait qu'on en a parlé à l'émission. Il y a eu une consultation citoyenne sur le boisé Carillon, dans le quartier Saint-Eugène, pour nous parler un peu de cette opération et des orientations un peu que le conseil de ville peut prendre. Je reçois M. Louis Boucher, qui est le conseiller du district de Saint-Eugène. M. Boucher, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous retenu donc de cet exercice-là? Bien, il y a plusieurs choses qui ont été retenues, là, dans le sens que cette consultation-là, elle a été faite d'abord, on a consulté les riverains, on a consulté ceux qui étaient près du parc, du boisé, on a consulté aussi les citoyens à l'échelle Grande-Ville, puis on a invité tout le monde qui voulait à venir à une marche pour aller explorer, une marche exploratoire pour explorer tout ça. Donc, ce qui a été retenu, dans le fond, c'est qu'une chose est sûre, c'est que l'ensemble des citoyens sont vraiment dans cette optique-là de pouvoir préserver le côté environnemental de ce parc-là, préserver le boisé, garder toute leur qualité dans ce qui est, en ce qui concerne la biodiversité, la préservation de la faune et de la flore qui est là. Donc ça, je dirais, le constat qui est généralisé. Ouais. Donc ça, avec ça, vient aussi quelques petites inquiétudes. Donc, par exemple, les riverains, ceux qui sont prêts, eux, ce qui les inquiète davantage, c'était l'achalandage autour du parc. Les conséquences d'avoir Oui, c'est ça. parce que le but de tout ça, c'est quand même de le rendre accessible. Oui, de le préserver, mais aussi de le rendre accessible, de rendre ce boisé-là accessible à l'ensemble de la population également. Donc, mais sans perturber la tranquillité du secteur. Hein, c'est vraiment ça qui a été retenu là, chez les riverains. Donc, l'achalandage, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont arriver en voiture? Quel sera le niveau d'achalandage? On comprend qu'il va en avoir plus, mais c'est ce qui les inquiète vraiment plus particulièrement, eux autres. Bon. La Ville devra se positionner quand même là, sur 3 visions, là, parce que c'est ce qu'on discutait avant l'entrevue. Donc, léger, modéré, élevé. Peut-être nous expliquer un peu là, ce que la Ville aura à faire dans son processus. T'sais, on aura à statuer dans les aménagements légers du parc. Là, on parle de sentiers qu'on va laisser probablement en terre battue ou peut-être avec des copeaux de bois ou de la roche, mais pas plus que ça. On parlera de toute façon peu importe la vision, il n'y aura jamais une minéralisation des sentiers. Okay. Donc, c'est vraiment le laisser au strict minimum, le laisser presque identique comme il est. Donc, oui, il y a déjà des sentiers, peut-être aussi quelques activités ou des panneaux d'interprétation, mais sans plus. Quand on parle d'aménagement modéré, bien, ça ressemble, on pourrait dire, grosso modo, un peu davantage au boisé des Parulines. Donc oui, des panneaux d'interprétation, des sentiers, peut-être même des activités, un lieu de rassemblement, peut-être même un bloc sanitaire. Donc ça, c'est des aménagements plus modérés. Puis quand on parle d'aménagements plus élevés, bien, oui, peut-être accès universel, des points d'observation, de l'hébertis. Présentement, là, c'est les 3 visions qui avaient été amenées. Puis moi, ce que j'ai observé, puis je dis ça sous toute réserve, parce que là, l'analyse n'a pas été faite en détail. On va l'avoir, si je ne me trompe pas, les résultats à l'automne prochain. Donc, mais de ce que j'ai observé, le sentiment que j'ai pris, c'était vraiment de le laisser le plus naturel possible. Ce que les gens veulent, c'est d'aller profiter de la nature, que ce soit un espace de détente, davantage qu'un espace où il y a beaucoup de gens, beaucoup de circulation. Donc, c'était vraiment le côté quiétude, le côté préservation du boisé qui est venu retenir mon attention. Mais on ne sait pas, là, il y a quand même eu on a quand même 740 personnes là, qui ont été consultées au total. Donc, l'analyse n'a pas été faite. Moi, je prends le pouls avec ce que j'ai observé durant la marche exploratoire. Ouais. Mais quand même, 700 personnes, c'est quand même intéressant là, quand on prend que c'est simplement le district en tant que tel. C'est 750 total. Mais il y a aussi là-dedans des gens qui ont participé à l'échelle de la Grande-Ville. Il y en a 90 là, à peu près qui sont à l'échelle de la Grande-Ville. Donc, mais on m'a dit que c'était un fort taux de participation en ce qui concerne la consultation citoyenne. Bon, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les citoyens tiennent au boisé et veulent le conserver de façon la plus naturelle possible. Oui, puis les gens savent que c'est un boisé qui est assez grand, donc quand on parle d'un boisé de cette ampleur-là, bien, on parle pas. Il va faire partie d'un corridor écologique. Là. Donc, il y a des oiseaux là-dedans qui vont nicher, qui vont se reproduire. Il y a des batraciens qui sont là-dedans. Donc, ce que les gens. On n'est plus peut-être dans une époque où on voulait un parc pour faire des activités. Là, ce qu'on cherche, c'est de protéger, de trouver des façons de garder nos espaces verts puis de les garder écologiquement riches. Ouais. Et il y a une bonne nouvelle qui se rattache à ça, parce que cette semaine, on a annoncé une importante subvention pour le boisé.
Bien, c'est le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs qui vont donner une subvention de 500 000 pour la restauration du marais. Parce que dans le boisé, au centre, il y a une section qui est plus difficile, qui est un ancien banc d'emprunt où on prenait du sable. Puis c'est une section qui est plus basse, qui est pauvre. Le sol, il n'y a pas grand-chose qui pousse là. Donc, on va restaurer ce marais-là, donc en le rendant encore... puis le but, c'est de le faire pour qu'il puisse rester dans le temps. On parle d'une pérennité, donc s'assurer que ce qu'on va aménager là, on va pouvoir le garder pour longtemps. Bon, vous l'avez dit, donc le rapport est attendu à peu près à l'automne? Oui. La date exacte, là, on ne l'a pas encore, mais c'est à l'automne 2026. Oui, c'est ça. Et en 30 secondes, quelle sera la suite des choses après le dépôt du rapport? Donc, la Ville devra statuer sur ce qu'on va faire? Donc, suite à l'analyse détaillée de ce qu'on va avoir observé pour les résultats de la consultation publique, on va devoir statuer. On parle de 3 types d'aménagements, mais ça peut osciller entre légers et modérés aussi. On va vraiment y aller selon les besoins qui ont été observés. Puis, ça va être la première des choses, statuer pour qu'on puisse entamer les travaux. Puis la deuxième chose, ça va être la restauration du marais qui est au centre. Bien, merci beaucoup, M. Boucher. On n'avait pas beaucoup de temps, mais on voulait vous rencontrer pour faire le bilan de ça et annoncer la bonne nouvelle de la subvention donc pour le boisé. Passez un très bel été. On aura l'occasion sans doute de s'en reparler au moment du dépôt du rapport. Je l'espère bien. Bel été à vous aussi. Merci beaucoup. On fait une courte pause et on revient tout de suite après. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. Je ne sais pas si vous le savez à la maison, mais Saint-Jean-sur-Richelieu accueille à tous les ans un des plus grands événements du genre au Canada. Je parle de l'événement Jeunes en vol, où on réunit des jeunes pilotes pour les initier au vol et faire connaître un peu tout ce secteur-là. C'est vraiment un événement très couru et très important. Ça s'est passé le 23 mai dernier. Pour nous en parler, je reçois M. Michel Drouin, qui est le président de l'Association des pilotes et propriétaires de hangars de Saint-Jean-sur-Richelieu, et M. Normand Pronovo, qui est le directeur de Jeunes en vol et qui est aussi, je pense, vice-président de l'association. Messieurs, bonjour. Bonjour. Donc, je ne me trompe pas, le Jeunes en vol qui a eu lieu le 23 mai dernier, c'est un des plus grands du genre au Canada. Là. Je pense que c'est vraiment le plus grand. Et entre autres, c'est notre 7e édition ici à Saint-Jean qu'on l'organise. On a fait voler 427 enfants. C'est vraiment un record pour nous autres. On a commencé les premières années, on en volait 50, après ça 125, après ça on a monté. 427. Et on a eu cette année, je vous dirais, tellement une belle température et tellement tout a bien fonctionné pour nous. La température était parfaite, les gens étaient présents. Écoutez, on n'aura pas une belle tempête aussi parfaite que ça dans une autre occasion. Bon, et parlez-nous donc de cet événement-là. Qu'est-ce que c'est Jeunes en vol? Pour comprendre Jeunes en vol, il faut comprendre qui on est comme association. Puis il faut comprendre aussi un autre élément, c'est ce que c'est l'aviation au Québec. Nous, on est une gang d'enthousiastes. On est maintenant rendu pas loin de 500 membres dans l'association, ce qui fait qu'on est les plus gros au Canada. Une association locale attachée à un aéroport. Je ne suis pas certain, mais moi, je suis à peu près certain, à peu près sûr qu'en Amérique du Nord, on est les plus gros. Là. Parce que je regarde aux États-Unis, c'est beaucoup de petites associations. Il y en a des multiples, il y en a beaucoup, mais c'est souvent des regroupements de 50-60 pilotes. Ici, c'est 500, c'est quand même une bonne gang. Ouais. Donc, c'est un regroupement qui sont vraiment des passionnés de l'aviation. Puis quand on parle de passionnés, quand vous parlez avec des pilotes qui sont passionnés, c'est des gens qui aiment traduire leur passion, qui aiment transmettre leur information. Fait que ça, c'est, je pense, le premier élément. C'est pour ça qu'on est capable d'avoir 110 bénévoles. Sur les 500, il y a 110 membres qui prennent leur journée du samedi ou du dimanche pour venir aider sur le site. Donc, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'est-ce qui se passe en aéronautique au Québec. Je ne sais pas si les gens en sont conscients, mais l'aéronautique, c'est le principal employeur, le principal exportateur
au Québec. C'est parmi les 15 grandes exportations, c'est l'aviation, c'est les pièces d'aviation, c'est les simulateurs de vol, les moteurs d'avion. On a parmi les plus grandes, par exemple, je pense à CAE, là, qui est le dominant dans le monde en termes de simulateurs de vol. Donc, c'est un marché qui est assez grand, qui est énorme. L'autre chose les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'autour parce que quand on parle d'aviation, on parle tout le temps de pilote. Oui. Mais autour d'un pilote, il y a 20 métiers différents. Puis c'est ce qu'on essaie de traduire aussi dans Jeunes en vol. On veut introduire les enfants au monde de l'aviation, mais aussi indiquer aux parents qu'il n'y a pas seulement qu'un métier de pilote qui existe, il y a toutes sortes de différentes alternatives. On reçoit, par exemple, les gens de Pratt & Whitney cette année à Jeunes en vol. Puis c'est ce qu'ils essayent de vendre, qu'ils essayent d'en faire la promotion. Oui. Alors, c'est d'inciter les gens à dire pourquoi vous ne suivez pas un cours technique après votre secondaire? Puis nous, on va vous employer en usine. Ils ont de la difficulté à recruter, ils ont de la difficulté à trouver du monde pour aller dans leurs usines. Fait que c'est un sujet intéressant. Oui, exact. Par exemple, je prends tout le temps cet exemple-là aussi, Bombardier, qui est un des plus gros employeurs d'ébénistes au Québec. Ça, c'est surprenant. Oui. Oui, parce qu'encore une fois, il y a toutes sortes de métiers autour des avions. Oui, exact. C'est ça. Bon. Mais comment c'est né? Donc, vous disiez que c'est la 7e édition. Comment on en est venu à organiser ce genre d'événement? Ça a commencé par un rêve de M. Pronovo. Sérieusement, c'est vraiment son bébé à lui. Et il l'a monté petit à petit. Et ce qu'on essaye de travailler maintenant, c'est moins le côté on fait voler des enfants, c'est très bien, on a les pilotes, mais on veut vraiment plus les intéresser au domaine de l'aviation. C'est ça qu'on essaye de promouvoir le plus en ce moment à travers des compagnies comme justement Pratt & Whitney, Air Canada qui sont venus, l'ENA qui est une école de formation d'aviation. Écoutez, ce secteur-là, si on peut intéresser les enfants, bien, les parents viennent en arrière aussi et voient que c'est intéressant. Ça peut très bien intéresser les parents aussi. Bien, c'est un monde fascinant, l'aviation. Tout à fait. Puis il a raison, hein? Pour un pilote qui vole, il y a 20 personnes en arrière qui vont faire différents travaux. Bien, ces gens-là, il faut que ce soit en avionique, que ce soit en mécanique, que ce soit en ébénisterie, que ce soit en signalant les gros porteurs qui vont atterrir soit à Trudeau, maintenant à Saint-Hubert, aujourd'hui. Mais vous allez avoir tellement de travaux, de gens qui travaillent là-dedans que le monde est ouvert. Et il y a une pénurie. Il y a une pénurie de pilotes en ce moment. C'est pas compliqué. Je travaille comme pilote professionnel. Il y a une pénurie chez nous. C'est incroyable. Bon. Mais est-ce que vous avez senti que les jeunes étaient intéressés à... C'est incroyable comment que les jeunes s'imprègnent de ça. Et, bon, il y a le tour d'avion qui est vraiment la base pour eux. Puis mais c'est un moyen d'aller... Mais ça commence par là. C'est ça. C'est un moyen de les toucher puis leur dire, écoutez, venez voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous dans votre avenir. Puis si sur les 427 enfants qui ont fait le tour, s'il y en a 2, 3, 4 qui un jour vont travailler dans l'aviation, on a fait notre job là-dedans. Bien, exactement. On a fait notre bénévolat. Oui, c'est ça. Donc, vous dites que vous êtes la plus importante association du genre, même en Amérique du Nord? Ouais. Je pense que oui. Association locale. Locale. Vous avez une association provinciale. Mais comment on explique ça? Que Saint-Jean est la plus grosse association? Je vous dirais que le corps de l'ensemble des pilotes est tellement actif à Saint-Jean. On fait tellement d'événements qui attirent beaucoup de monde. Il y a des gens qui sont de l'aéroport de Saint-Hyacinthe qui sont membres chez nous. Il y a des gens de Saint-Hubert. Il y a des gens d'un petit peu partout. Mais on fait tellement de beaux événements. Jeunes en vol en est un. On fait des sorties pour aller, par exemple, à Charlevoix. Il y a un paquet d'avions qui vont aller à Charlevoix. Puis on fait pas juste le vol. On a une destination. On a des choses à aller voir. On est allé voir les gorges là-bas qui étaient formidables. C'est magnifique. Exactement ça. Mais c'est ça le monde de l'aviation. Toutes les fins de semaine, toutes les 2 fins de semaine, je vous dirais, au hangar de Normand, on fait un petit barbecue. N'importe qui vient s'installe, puis mange son petit hamburger, puis s'en va. C'est pas de frais, ça. C'est juste par plaisir d'avoir des gens qui aiment l'aviation. Bon. Donc, ça explique un peu que, outre le jeune en vol,
vous participez à plein d'activités, plein de choses qui aident à promouvoir justement le monde de l'aviation. Tout à fait. Il y a 3 choses qu'on fait dans l'association vraiment fondamentales. La première, on s'est posé la question à un moment donné, c'était quoi notre mission? À quoi ça sert une association de pilotes? Puis la première chose qui a émergé, c'est le principe de faire la promotion de l'aéronautique. On est tous des gens, des pilotes vieillissants. Passionnés. Passionnés, mais vieillissants. Fait que là, on essaie d'attirer... Expérimenter, je Expérimenter, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, parfait. Fait qu'on essaie d'attirer de la relève. Fait que ça, c'est notre première mission. Puis Jeune en vol s'inscrit là-dedans. C'est sûr que là, les gens qu'on reçoit ont 12-13 ans, mais quand même. Le concept, c'est d'essayer d'amener des gens à considérer ça. La deuxième, c'est le social. Comme dit Michel, on fait beaucoup... Quand vous réunissez des pilotes ensemble, je dis souvent, on essaie de faire des fois des réunions pour parler de choses de l'association. J'ai beaucoup de difficultés à avoir leur attention parce que tout le monde se parle. Les gens aiment partager leur expérience, puis quand on les réunit ensemble, ça se met à jaser, puis ça échange. Donc, le côté social est très important. Fait qu'on fait beaucoup d'événements pour supporter ça. Le troisième, c'est la sécurité. Fait qu'on est constamment en train de réfléchir. Ça, c'est peut-être l'autre aspect de l'aviation qui est tellement intéressant pour tout le monde, c'est qu'on apprend tout le temps. Mm-hmm. Nous, on a des pilotes chez nous qui ont beaucoup plus d'expérience que moi j'en ai, qui ont été des pilotes chez Air Canada, des pilotes militaires. Puis ils sont toujours en train d'apprendre des choses à chaque vol. Puis ils vont partager ça avec nous autres. Fait que ça, c'est la partie sécurité. Donc, on fait, par exemple, des événements 1 fois par année, 2 fois par année, qui renforcent cette partie-là de la sécurité. Donc, c'est ça, l'association. Pourquoi on a autant de succès? Je pense qu'on est tourné vers les membres. On fait beaucoup d'efforts. Les membres sont la chose la plus importante. Ouais. Donc, aussitôt qu'il y a un membre qui nous contacte, il faut que ça soit dans l'heure qui suit. L'autre chose où on fait attention, c'est les conjoints-conjointes. On dit souvent parce que c'est souvent un pilote, puis son conjoint, sa conjointe, qui va le retenir au sol, parce que cette personne-là n'a pas tendance à voler. Fait qu'on fait attention à cette partie-là aussi. Fait qu'on invite les conjoints-conjointes à partager cette passion qu'on a. Puis ça marche, parce que parmi les 110 bénévoles, je peux rencontrer 30 à 40 qui sont des conjoints des pilotes. Ouais. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, ça fait que notre association est dynamique. Ça attire l'attention. Mm-hmm. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Et puis, on va suivre, bien sûr, la 8e édition l'an prochain, en espérant avoir autant de participants, parce que c'est une activité, un événement, en tout cas, très intéressant et très important. Vous êtes invité à venir nous voir. Ben oui, vous devriez venir avec une caméra pour finir ça. Oui. L'invitation est lancée. Merci beaucoup. On fait une pause et on revient tout de suite après. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin à 9h30. Télébingo. Pour terminer la saison de la tribune, je voulais vous parler d'un geste absolument extraordinaire, un geste de bonté. On a distribué 1500 paniers d'épicerie le 21 mai dernier pour des gens dans le besoin. C'est une initiative de M. Yves Dubé, qui est le propriétaire de Escompte Saint-Jean. Il est avec nous pour nous en parler. M. Dubé, bonjour. Bonjour, M. Tremblay, ça va bien? Bien, très bien. Mais d'abord, bravo pour cette initiative vraiment de distribuer ces paniers d'épicerie-là. D'abord, expliquez-nous comment ça s'est passé cette journée-là et d'où est venue l'idée, justement, d'aider ces gens dans le besoin. L'idée, c'est très simple. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Jean de 9999 à Québec qui fait la promotion, qui donne de la viande pour 1 an. Il fait toutes sortes de choses comme ça pour aider le monde. Il m'a approché, il dit j'ai entendu parler de toi, tu veux faire du bien à la communauté, puis tout. Puis, fait que l'idée a vraiment ça. Mm-hmm. Puis on a fait l'expérience à Sherbrooke. On a donné à mon magasin de Sherbrooke 199 paniers d'épicerie. Puis, à la fin de la journée, il y avait du monde qui en manquait, puis tout ça. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça tellement triste. C'est pas drôle, j'ai trouvé ça vraiment triste. Ouais. J'ai dit à Jean, on a fait un autre, un gros.
Il dit, moi, mon rêve, c'est de faire 999. J'ai dit, tu sais pas à qui que t'as affaire, toi. Fait qu'on s'est aligné, fait que finalement, on a monté à 1500. Au-delà de ça, on voulait aller à 2000, mais à cause de la logistique, c'était pas possible. À 1500, là, on a travaillé fort, puis mon équipe a travaillé fort. Ouais. Mais c'est de là que l'idée est partie. Fait qu'on est allé chercher des commanditaires. Jean a payé une bonne partie. Escompte Saint-Jean a payé une grosse partie. Avec des commanditaires, on a réussi à faire quelque chose de bien. On a eu un DJ qui est venu gratuitement sur place. Le groupe Gamache qui est venu aussi. Ça a été très, très bien. Ça a très bien été. En fait, c'est devenu une espèce d'happening, d'événement là, pour les gens qui allaient. Là. On a voulu faire ça festif, là, c'est ça? C'était festif, absolument. On avait des hot dogs, des salades de patates, toutes des jus, des machines. J'ai mis des machines à slush dehors. Tout était gratuit en passant. Puis le DJ, la musique, le monde, il dansait. C'était vraiment, là, c'était une journée là, extraordinaire. La température était belle en plus. C'était vraiment le fun. Mais en sachant ça, évidemment, il y a des gens qui sont arrivés très tôt. On dit qu'il y a des gens qui sont même arrivés la veille au soir pour s'assurer d'avoir l'espèce de coupon là, pour ces paniers d'épicerie-là. La file d'attente était très longue au moment d'ouverture du magasin. Comment vous avez vécu ça? Vous avez dit là, que vous avez peut-être remarqué une espèce pas de tristesse des gens, mais la tristesse de la situation des familles qui se dégradent de plus en plus avec le contexte actuel. Hein? Honnêtement, moi, j'ai une épicerie économique. Moi, ça fait 20 ans en passant que je fais ça. C'est pas vous êtes un peu le pionnier des épiceries. Si on peut dire. À grande échelle. Ça reste que, au début, nous autres, on faisait ça. C'était à toute petite échelle. On faisait nos petites affaires. Mais sauf que le besoin, à chaque année, il est venu grandissant. Mais pourquoi? Il y a la COVID qui a changé beaucoup de choses. On dit toujours le COVID de le dos large, mais ça a changé, ça a appauvri beaucoup de monde. Ça en enrichit beaucoup aussi, là. Mais ça a appauvri plus de monde que ça n'enrichit. Là, avec l'essence et tout, c'est rendu démesuré. Tout augmente par rapport au salaire. Fait que le monde s'appauvrisse. Oui. Tu sais, si deux personnes gagnent, on fait des chiffres faciles, 1000 $, OK, le couple, il gagne 2000 par semaine, mais ça lui coûte 60 de plus de gaz par semaine. Mais au bout de la ligne, c'est pas compliqué. Le monde s'appauvrit. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi, j'ai fait ma part pour aider. J'espère qu'il y en a d'autres qui vont emballer le pas. C'est sûr que, c'est quand même assez dispendieux de faire ça comme ça, mais ça reste qu'avec des commanditaires, je suis pas le seul qui est capable d'aller chercher des commanditaires. Ouais, Puis moi, je l'ai fait, ça m'a fait plaisir. Puis on s'enligne à part de ça. On peut peut-être faire quelque chose de... Peut-être pas la même chose, mais... similaire, on va dire ça comme ça. Bon, bien, parfait. On va entendre de vos nouvelles. Donc, je mentionnais, vous êtes un peu le pionnier là, des épiceries à bas prix. Il y en a de plus en plus. Comment vous expliquez le succès de ces épiceries-là et surtout, comment vous faites face à la concurrence là, qui est de plus en plus présente? La concurrence directe comme telle, à Saint-Jean, il y en a un autre qui est liquidateur, mais c'est pas nécessairement... Il y a un peu de nourriture, mais comme nourriture à bas prix, on est pas mal les seuls. Ça reste que où est-ce que la compétition s'installe, c'est aux achats. OK? Je m'explique. Vous êtes la compagnie Kraft. OK? Vous avez un pot de mayonnaise à vendre, vous voulez 2 piastres. OK? Je suis tout seul dans mon monde, je vous donne 1 piastre. Autrefois, c'était comme ça. Mais là, il y en a plusieurs personnes assis à la table. Ça a fait monter les prix. Malheureusement, ça a fait monter les prix. Il n'y a plus des pots de mayonnaise à 1 piastre, on n'en verra plus de ça. OK? Même, OK, ça vaut 8, on va les vendre 4. Pareil, mais autrefois, on pouvait les vendre 2, 3. La concurrence s'est installée aux achats. C'est ça que ça a fait. Les compagnies ne font pas par exprès pour avoir des pertes avec leurs produits, on s'entend. D'avoir, je ne sais pas, des dates proches ou des changements d'étiquette ou peu importe, produits discontinués. Les compagnies ne font pas par exprès. Ça reste que plus qu'il va y avoir de magasins, la tarte à rapetisse. Il s'agit d'être créatif. Mais comment vous faites pour maintenir ces bas prix-là là, pour les gens qui sont peut-être pas au courant là, de la façon de procéder? Comment vous faites justement pour maintenir vos prix le plus bas possible? Honnêtement, comme je vous dis, ça fait au moins 20 ans que je fais ça. J'ai des bonnes ententes avec des compagnies. J'ai des compagnies qui sont fidèles à moi, que ça fait longtemps qu'on fait affaire ensemble. Puis ils comprennent mon principe aussi. Il y a beaucoup de liquidateurs qui ont poussé les dernières années. Il y en a qui ont vu la manne financière. Oui, je gagne ma vie, je gagne bien ma vie, mais ça reste que je pense qu'à Saint-Jean ou des alentours, le monde me connaisse comme quelqu'un qui veut aider la population. Ça fait que si je peux vendre quelque chose à 4 piastres, parce que je suis obligé de le vendre. Si je peux le vendre à 2, je vais le vendre à 2. Ça va me faire plaisir de le faire. C'est sûr, pour que je paye les employés, l'électricité, ainsi de suite. Ça reste que
je vais me contenter des marges qui sont moins fortes, OK, pour aider la population. Il faut que je reste en vie, moi, en premier, si je veux aider le monde. Ça reste que je vais faire mon gros possible pour garder les prix bas. Ça, c'est mon objectif. Aussi, il y a des choses, on importe des produits à cette heure, comme les pâtes alimentaires, on importe nos propres aliments, des jus, ces affaires-là. Fait qu'on a des prix, c'est des produits qui sont réguliers, mais à prix de liquidation. C'est ça. Et j'imagine que ce genre d'épicerie-là, il y en aura de plus en plus parce qu'évidemment, le coût de la vie est de plus en plus cher et les gens vont rechercher justement ce genre de commerce-là. Absolument, absolument, absolument. C'est sûr qu'il va en avoir, qui vont en pousser. Il y en a qui en ont 2, 3 magasins, ainsi de suite. Ça reste qu'à un moment donné, ça va être saturé. C'est sûr que moi, qu'est-ce que je trouve plaisant dans toute cette histoire-là, en étant pionnier, on va dire ça comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes... Moi, j'ai aidé beaucoup de magasins à partir dans la liquidation. Et ça reste que... Qu'est-ce que moi, je trouve plaisant, c'est que dans plusieurs endroits du Québec, le monde peut économiser, pas juste à Saint-Jean. C'est ça que je trouve ça merveilleux. Oui. Bien, M. Roy, M. Dubé, merci beaucoup d'être venu à l'émission. On va suivre de près là, ce que vous allez faire comme autre activité. Et en fait, c'est peut-être un souhait, mais on va espérer que ce genre de magasin ne prenne pas trop d'ampleur, parce que ça voudrait dire que la situation a été rétablie, mais c'est peut-être un vœu pieux, parce que, évidemment, c'est de plus en plus difficile pour les familles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça complète cette saison de la Tribune TVHR. Merci beaucoup d'avoir été là, fidèle au poste depuis déjà plus de 200 émissions. On prend l'été de congé, on sera de retour à la mi-septembre. Et lors de notre retour, évidemment, on va couvrir l'élection provinciale parce qu'on sera en plein dedans, à quelques semaines à peine de l'élection. Donc, dans la semaine du 14 septembre, on va couvrir le comté de Saint-Jean et dans la semaine du 21 septembre, on couvrira le comté d'Iberville. Ce sera entremêlé, bien sûr, d'entrevues diverses pour, bien sûr, rendre les émissions le plus agréables et le plus intéressant possible. Merci beaucoup, donc, d'avoir été là. Passez un bel été. Amusez-vous. Il y a plein d'activités à faire dans la région et on se retrouve à la mi-septembre. Au revoir. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Misery et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région.